Pour poser des questions, pour éviter le brouhaha, déjà, on vous demandera de couper tous vos micros. Et puis, pour poser des questions, levez la main. Donc, vous avez en haut, dans la barre d'outils, au sommet, vous avez la main, levez la main. Donc, vous pouvez cliquer, lever la main. On vous donne la parole, vous ouvrez votre micro, vous posez votre question, et puis après, vous cliquez à nouveau sur la main pour baisser la main. Voilà. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. On est quelques-uns à avoir préparé cette session. Je dois dire quand même que c'est surtout Paolo qui a beaucoup préparé la session. En fait, nous, on a fait des commentaires. Donc voilà. Et donc voilà, si vous voyez des choses, on n'est pas non plus des experts. Donc au sein du Comité national Delta, l'objectif, c'est de partager une expérience, hein. On n'est pas des sachants. Donc si vous voyez des points en particulier où vous avez à apporter votre expérience, eh bien, on vous remercie de le faire. Levez la main et apportez votre expérience sur votre usage d'instruments. Et peut-être que vous n'avez pas non plus le même instrument. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à nous partager votre expérience. Voilà. Paolo, la OK, main, je te passe la main. OK. Merci Nicolas. Je partage le PowerPoint et la présentation. Et la présentation. Paolo, Voilà. juste Oui, une seconde. Je oui, vois que quelqu'un est dans une salle d'attente d'une autre. Ouais, je vais voir. Pardon, vas-y, continue. OK, oui. OK, donc ça c'est un peu la structure de la soirée. On commence par une introduction pour voir de quoi on parle, de quoi on ne parle pas. Et après, on va décrire un peu toutes les fonctions à partir des basiques. Mais même dans les basiques, il y a des choses qui ne sont pas basiques. Et en crescendo vers les choses un peu plus compliquées. Donc, le vario, l'altimètre, la vitesse R, l'STF. Donc, il y a des fois des termes ou des acronymes en anglais. Là, c'est speed to fly. Bon, je pense que c'est mieux en anglais qu'en français. Et des configurations qu'on utilise. Après, un mot sur le Framer Live Tracking, même si ce n'est pas le sujet, et des questions pratiques. Et voilà. Et le but, c'est aider aussi à choisir pour ceux qui sont en train d'acheter ou changer leur variable. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revoir les fonctions des instruments. Donc, comme j'ai dit, de basique à la fonction plus avancée, partager des pratiques. Et le but, c'est avoir à la fin clair les besoins qu'on a pour soit choisir un instrument, soit le configurer, pour voir les fonctions qui sont utiles, qui sont inutiles, ou pour lesquelles c'est trop tôt de l'utiliser. Donc, ce n'est pas un mode d'emploi. Pour l'utilisation de votre instrument, il faut se référer au mode d'emploi. C'est un bon exercice à faire au début de saison pour réfléchir. Et donc, ce n'est pas un mode d'emploi. OK. L'autre chose, l'instrument, ça ne va pas faire le jour et la nuit de la performance. Donc, si on peut dire que si quelqu'un qui dit il faut un SAMMAP pour faire du cross, c'est faux. Pour dire il faut un bon instrument pour être performant, c'est encore plus faux. La différence, c'est que si on achète un bon instrument, on ne se met pas en danger si on n'a pas le niveau. Sauf si on est toujours collé à l'écran, alors là, c'est dangereux. OK, bon, ça, c'est mon point sécurité. L'autre chose, donc, les dernières années, nos ailes ont évolué, l'électronique a évolué beaucoup plus. Donc, il y a des beaux gadgets sur le marché, c'est très tentant de craquer.
mais bon, ce n'est pas toujours nécessaire. OK. Donc, là, l'animation, ça ne marche pas. Donc, là, c'est un vario des années 80, je pense, avec peut-être un vario électronique, peut-être avec du son ou pas, altimètre à aiguille. Et il y a des gens qui ont fait 200 km avec ça. Et ça, c'est un instrument récent avec le smartphone qui va bien, avec la bonne appli, le Pitot et tout. Et il y a des gens qui n'ont pas fait 200 bornes avec ça. Et d'ailleurs, ça, c'est mon pote. Et voilà, tout ça pour dire que l'instrument, c'est pas tout. Il y a des gens qui ont gagné le championnat en France en écoutant le vario, en suivant les flèches pour la balise suivante et de temps en temps l'alti. C'est caricaturé, mais pas trop. Voilà, donc on commence par le vario, donc qui est la chose basique, on va dire. Euh, donc bon, on connaît tous le vario instantané, qui est dans l'écran. Là, c'est un exemple dans 6030, c'est la partie tout noire, qui est basée sur un capteur de pression. Certains varios récents, ils ont des capteurs mécaniques qui intègrent, qui améliorent un peu la, la détection de l'ascendance. Ça peut dire aussi que les GPS ne peuvent pas faire des bons varios parce qu'ils ont des temps de réaction, des sensibilités, c'est pas possible. Hein. Un téléphone seul, ça fait pas vario, et même avec un capteur de pression du téléphone, ça fait pas un bon vario. Donc là, on peut le paramétrer, on peut mettre des dynamiques, enfin, le retard ou la sensibilité, ça c'est au goût personnel. La seuil du son aussi. Personnellement, je mets 0 mètres secondes, à 0, ça sonne. Donc, ça veut dire que si je fais un survie, je suis content que ça sonne, parce qu'il y a l'air qui monte. Et, là, la deuxième fonction basique, qui est très important, c'est le vario intégré. Donc, qui est dans ces cas-là le 1,8 int. Donc, c'est le vario moyenné sur un temps qui est paramétré. Par exemple, c'est plus ou moins le temps d'un tour en thermique, par exemple 20 secondes. 20 secondes, c'est le temps qui a été, je pense, en train d'être adopté pour l'équipe de France, l'équipe d'Italie l'utilise aussi. Et donc là, Andrea, il voudrait partager son expérience par rapport à ce point. Oui, parce que parmi les pilotes de l'équipe, ça fait du débat. Il y a certains qui préfèrent afficher toujours, même les varios intégrés sous 2-3 secondes, donc pratiquement les varios instantanés. Et des autres pilotes qui préfèrent justement les varios intégrés. Et un vol de groupe, ça peut causer des mauvais échanges d'informations. Par exemple, il y a des pilotes qui peuvent monter sur un vario intégré dans un thermique à 1,5 m. Et des autres pilotes en radio, ils annoncent de plus 3. Et on y va, et après on s'aperçoit qu'en fait les plus 3 étaient intégrés à 1 mètre, et pas 1,5 m où on était, parce que l'autre pilote, en fait, il regardait seulement les varios instantanés. Et ça, donc, ça peut être dérangeant pour les vols de groupe, parce qu'il n'y a pas le même partage d'informations. Et ça peut être aussi dérangeant pour les pilotes qui volent avec les varios instantanés, parce que s'ils doivent passer l'information du vario intégré aux autres, bah, pendant 10, 15, 20 secondes, il regarde son vario pour moyenner à l'œil, il est distrait. Et souvent, l'information n'est pas cohérente. Donc, une exigence en vol de groupe dans l'équipe de France, mais aussi dans les autres, c'est sur les mêmes paramètres, donc le même temps d'intégration, et pour avoir une cohérence d'information. C'est tout. OK. Merci Andrea pour ton partage. Après, je passe on peut dire aussi, Paolo, que sur certains instruments, je vois que tu as le 6030 là en image, on peut mélanger les deux. Donc là, la partie marquée intégrée là, peut varier entre la valeur nette du vario et la valeur intégrée selon si on monte ou si on descend. Donc automatiquement, il va passer en intégré quand on monte, et il va rester en valeur nette quand on va descendre. Donc qui
qui est la valeur nette, et pour ça, il faut voir la polaire. Mais ça, on en parle un peu plus loin, la notion de valeur nette de Vario. Mais on a cette option dans certains instruments de basculer automatiquement selon qu'on monte ou qu'on descend, et ça peut avoir un intérêt quand on descend d'avoir la valeur nette. Ok, ouais. Merci Nicolas. Donc, je te laisse ce sujet. Oui, oui, en C'est effet. bien ça Donc, dont tu devais parler, oui. ouais, voilà, merci de me le rappeler. Donc, il y a cette notion de total, de compensation pour l'énergie totale. En fait, quand on a une aile un peu performante hein, et qu'on est en transition, on va voler un peu vite, on va toucher un thermique, on a le sentiment que ça va monter, on va relâcher, on va ralentir, d'accord? Et ce qui va avoir pour but de regagner, de transformer cette énergie en énergie potentielle, hein, cette énergie cinétique en énergie potentielle, on va gagner en altitude, mais finalement plus que ce que la valeur réelle du thermique est. Donc notre valeur indiquée par le vario va être supérieure au thermique dans lequel nous sommes, puisqu'on est en train de rendre de l'énergie due à notre vitesse. D'accord? Donc sur ces appareils, on a la possibilité de compenser ça et donc de mettre un pourcentage de compensation de manière à ne pas avoir. Donc vous avez la courbe en pointillé, hein, ça c'est une valeur, on va dire, sans la compensation, c'est-à-dire quand vous relâchez votre vitesse, et ben, d'un coup, vous allez avoir le sentiment que vous montez particulièrement vite, mais ce n'est pas la vraie valeur du vario. La vraie valeur du vario, elle est donnée quand les deux courbes se rejoignent sur la droite, hein, actual climb in lift, d'accord? Donc là, en fait, avec ce pourcentage de compensation, eh ben, il va prendre votre vitesse et il va en fait limiter cet impact, cette courbe. Et en fait, vous pourrez le tester en volant. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un thermique, vous allez relâcher et vous ne devriez pas voir ce pic. Et c'est comme ça qu'on règle cette valeur. Alors le fabricant, bon, moi je sais que sur le 60-30, ils disent entre 60 et 90%, je crois, ou 80%. Moi, je suis à 70%. J'ai remarqué que ça me semblait, c'est difficile d'apprécier, hein, d'accord? Mais voilà, typiquement, moi, j'utilise cet aspect-là parce que ça évite d'être, ouais, de surestimer, en fait. Voilà. Ouais, personnellement, je l'utilise et ça m'est arrivé de voler avec ou sans et en thermique, parce que là, on peut pousser en thermique, avoir on va dire des mouvements parasites. Je pense avoir vu une différence. Après, je ne sais pas si c'est de l'effet placebo, mais je pense qu'il y a une différence en thermique aussi. OK. Donc, il y a d'autres fonctions importantes. Ça, c'est plutôt important. C'est la dérive. Donc, il se base sur le GPS. Donc, quand on fait des cercles, eh ben, le variable voit où le centre du cercle bouge et il estime la vitesse et la direction de la dérive, notamment en thermique. Et c'est typiquement une information qu'on passe avec la valeur de thermique. Après, donc, Nicolas, il a mentionné ce varionet qui existe dans cet instrument. Il faut avoir, le battant, enfin, donc la vitesse R, et il faut voir la polaire de l'aile dans le vario, enregistré dans le vario. Et en fait, en transition, il enlève le taux de chute correspondant à la vitesse où on est, qui est pris dans la polaire. Et en fait, il va montrer le taux de montée-descente de la masse d'air. Bon, pareil, moi je vais poser la question sur un groupe sur Facebook il y a 2 ans peut-être, pour voir combien de gens l'utilisent, etc. J'ai vu pas mal de compétiteurs qui en fait ne l'utilisent pas, mais ça existe. Et moi j'aime bien Et le cas après, d'usage qui est donné sur la notice du mhm, Compéo. Ils disent, alors je l'ai noté là juste pour le redire, c'est un pilote traverse la vallée à vitesse élevée, brusquement il remarque la fin de la descendance, il se met à enrouler instinctivement. Ce fut une erreur car l'ascendance qu'il pensait rencontrer s'avère ne même pas être un air stable. D'accord?
ne pas être de l'air, oui, peu importe, bon, ça ne monte pas. Un bref coup d'œil sur le varionet lui aurait dit que c'était une ascendance à plus 1 mètre seconde, la masse d'air, d'accord? Donc lui, avec son taux de chute, finalement, il ne monte pas. Donc ça, par rapport à un ressenti que vous avez en volant vite, donc quand on descend, eh bien avec un coup d'œil, on peut voir que bah, oui, c'est un ressenti, mais ça ne sert à rien de s'arrêter. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a l'option sur certains varios de basculer automatiquement quand on descend sur des valeurs nettes. Donc vous avez toujours la valeur instantanée de toute façon de votre taux de montée sur l'aiguille, mais c'est pour ça qu'il y a cette option. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais oui, pourquoi pas. OK. Merci beaucoup. Donc, après, il y a l'assistant, le thermal assistant, l'assistant thermique, qui doit aider à mieux visualiser recentrer le thermique sur le flight text. C'est vraiment très basique. Il y a une flèche et il te dit le thermique était là. Bon. Et après, on a des choses plus ou moins graphiques avec le DigiFly, qui est un instrument intégré, ou des API. Et là, je pense qu'Andrea, tu as des remarques sur ce sujet Ouais, c'est un peu les mêmes sujets. Il y a Mario dans l'équipe. Il déconseille fortement de regarder l'assistant thermique pour plusieurs raisons. Bah, c'est la barre de contrôle, c'est les sensations du corps, la recherche de l'équilibre thermique qui doivent nous pousser à centrer le thermique et pas à les regarder l'écran. C'est une distraction visuelle, alors qu'il y a des autres pilotes, des autres autour de nous, alors que si on regarde l'assistant thermique, bah, on peut être dérangé. Et perso, souvent, je ne sais pas si c'est un problème avec mon GPS, moi j'ai aussi un capteur externe qui donne les données. Et souvent, il y a un délai. Et ces délais, moi j'ai un peu du mal à les prendre en compte. Et donc, si j'ai mal en fait, par rapport à la flèche qui est indiquée, il faut tourner à gauche, à droite. Donc, finalement, depuis 2-3 ans, je n'utilise plus. Et je sais que parmi les compétiteurs de tout niveau, il y a très peu qui l'utilisent ça. Sauf peut-être un point bas, vraiment en train de soulever les fesses avec une piste de valet un peu tout bas, pas clair, mais c'est une utilisation, c'est peut-être un confort, mais ça peut être piégeux au niveau de la progression et des vols en groupe. C'est peut-être utile en pleine, parce que tu n'as pas de repères, tu as perdu le truc, tu le revois, mais bon, sinon, oui, Voilà, effectivement. en altitude, C'est pourquoi pas un pas, aussi gadget, pour mais... la dérive de vent, tout à Ouais, fait. ouais, Tout à fait. Alors moi, sur XC-Track, j'ai mis un écran comme ça je le regarde de temps en temps pour voir. C'est vrai que je ne l'utilise pas vraiment. J'ai un peu du mal aussi à l'utiliser. J'ai l'impression que ça donne une indication qui semble bonne, mais je ne l'utilise pas réellement pour travailler le thermique. Ça me semble difficile à utiliser. Voilà. Et après, l'altimètre, bon, là, c'est plutôt... on connaît plus ou moins. Donc, il est basé sur le capteur de pression. On peut avoir le QNH, c'est-à-dire... donc, vous avez tous suivi le webinaire sur l'espace aérien, donc tous ces termes, vous les connaissez. Donc, le QNH, en fait, on règle par rapport à la pression du jour. Donc, pour le régler soit à la main avec les flèches, soit copier de la position GPS, de la position 3D, ou en mettant la pression à millibar toujours sous le champ pression et l'alti, il se règle automatiquement. Ou sinon le flight level, le niveau de vol, qu'il ne faut rien faire parce que c'est lié uniquement à la pression. Ça, on peut l'afficher aussi. Après, il y a l'altitude GPS qui a une incertitude de plus ou moins 20 mètres en vertical, une fois qu'on a le point. Mais l'avantage, c'est que c'est indépendant de la météo du jour. Donc, des fois, on a dans certains instruments l'option d'aligner l'altimètre barométrique au point GPS. Moi, personnellement, j'ai l'option feignant. Donc, l'option qu'une fois décollé, il se met à l'altitude GPS. Et donc, je n'ai pas besoin de demander à quelle altitude on est, etc. Après, ça c'est utile, l'altitude sol. Donc, il faut un GPS, le point GPS, et il faut aussi la topographie en 3D du terrain où on vole.
Donc ça, c'est pas disponible sur des instruments anciens comme le 6030, le 5030, enfin le Compeo, ou Compeo Plus. Mais sur le Digifly, au moins le nouveau, il y est, et sous les applis. Donc, il y a l'info, il y a la carte en 3D, et donc on peut voir l'auteur sur le terrain qu'on survole. Et ça, c'est utile pour certaines espaces aériennes, que la plupart sont basés sur le flight level, donc on n'a pas besoin de la topographie, mais sur les parcs nationaux, où il y a 1000 mètres sol, il faut savoir combien on a au sol. Ça, c'est plutôt utile. La vitesse R, je te laisse la main, Nico. Oui, oui, merci. On a deux types de capteurs, hein, les capteurs à hélice, et ceux-là, ils sont référencés comme étant le true airspeed, donc la vraie vitesse air, d'accord? Là, on a des pièces en mouvement, hein, on a l'hélice qui est en mouvement, et sinon on a le tube pitot. Là donc, c'est référencé comme étant le indicated airspeed, donc la valeur air indiquée. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mouvement, de pièces en mouvement, d'accord? C'est mieux aussi à haute vitesse. Il y a quand même une bonne tolérance en termes d'angle d'attaque, hein. On le met globalement pour un vol normal, mais quand on change d'angle d'attaque, il y a une bonne tolérance. Et c'est le meilleur choix pour le Delta. Il y a quand même des différences importantes à considérer. Donc les deux vont donner la même vitesse au niveau de la mer, d'accord? Quand on a la même pression à une température référence de 15 degrés, parce que ça va dépendre de la densité de l'air qui dépend de la pression et de la température. Avec l'indicated airspeed, donc avec le pitot, les vitesses de décrochage, les vitesses et max sont les mêmes, d'accord, à toute altitude. D'accord. Si on a une vitesse de décrochage de, je sais pas, 35 km/h, elle va rester quelle que soit l'altitude. Et avec, par contre, intéressant sur le true airspeed, c'est quand on n'a pas de vent, quelle que soit l'altitude, le capteur à hélice va nous donner notre vitesse sol, d'accord, va être réel en termes de vitesse sol. Alors que on va avoir une vitesse différente, même si on n'a pas de vent, avec le pitot, parce que cette vitesse varie en fonction de l'altitude. Donc on aura tout le temps une différence entre la valeur de vitesse de notre indiquée sur l'appareil et la vitesse GPS, même si on n'a pas de vent, sauf au niveau de la mer, bien évidemment. Donc, les capteurs peuvent calculer et indiquer les true airspeed ou les indicated airspeed indépendamment du type de capteur, d'accord, et en interne, utiliser la bonne donnée selon l'utilité. Par exemple, décrochage, ils vont utiliser la bonne valeur. Voilà. Pour comprendre ces notions de densité, etc., vous pouvez aller sur Wikipédia, comme d'habitude. Là, il y a un exemple. Bon, on ne monte pas à ces altitudes-là, mais bien sûr, bon, on a une densité d'air qui est très faible avec l'altitude. Cette densité change avec la pression aussi. Donc voilà, ce sont des variables. Tu veux rajouter quelque chose, Paolo? Non. Ouais, par exemple, sur mon 630, j'ai un pitot, donc l'indicator airspeed, mais j'affiche la true airspeed. Donc, j'affiche la vitesse R, la vraie vitesse R. Donc, on peut afficher l'un ou l'autre, on peut choisir. OK, donc là c'est un terme en anglais, le speed to fly, donc la vitesse à laquelle voler. Les instruments, ils ont ça comme option. Donc, je fais rapidement. Paolo, Oui, j'avais une question pour la vitesse R, s'il te plaît. Donc moi, j'ai un 50-30 et là-dedans, ils disent qu'on peut le calibrer ou en tout cas le vérifier parce qu'en fait, j'ai pas la moindre. Enfin, à quel point on est sûr que ce qu'il affiche en R et l'instrument, il a peut-être 15 ans. Est-ce que ça se vérifie, ça se calibre? Vous avez déjà. Enfin, alors moi, je ne l'ai jamais calibré. Il y a un paramètre dans le Compeo pour calibrer donc, en pourcentage. Donc, l'idéal, c'est aller en air, une journée sans vent avec la voiture, GPS et pitot et voir. par la fenêtre. Voir, oui.
Ouais, Mais moi, personnellement, c'est je n'ai jamais dû ouais. le calibrer. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait un jour sans vent. J'habite à côté de la mer, donc je n'avais pas vérifié la pression ce jour-là. Mais bon, c'est peut-être plus facile dans mon cas. Mais bon, voilà. Bon, moi j'ai 2 remarques. Moi je fais en vélo, ça marche bien. En vélo, ça marche pas mal. Les compteurs de vélo sont assez précis. Et donc, tu peux quand même. Voilà, faut pas qu'il y ait de vent météo à côté, hein, c'est évident. Mais le capteur d'hélice à basse vitesse est plutôt très bon. Alors, faut faire attention quand tu dis que le TAS donne la vitesse au sol. L'hélice, elle donne ta vitesse d'air. Effectivement, et si tu as une variation de pression, elle n'en tient pas compte. Si tu as une variation de densité de l'air, elle n'en tient pas compte. Mais quand on n'est pas trop à basse altitude, l'hélice est quand même très précise. Le tube pitot à basse vitesse, il est plutôt quand même moins bon que l'hélice. C'est mon avis. Voire, il ne marche pas du tout. Je pense que je le compare en moins de 30, moins de 25, il ne marche pas. Oui, non, et Dans le ça, verre, il donne pas la vitesse. Compéo, il donne oui, pas la il vitesse met en dessous de zéro, 30, met il zéro. commence à 30. Oui. Et pour calibrer, Zoltan, si tu as un doute, tu prends ton vélo et faut pas rentrer dans les bagnoles ni dans les arbres, hein, mais franchement, moi je l'ai fait. Après, tu peux enregistrer ta vitesse et les deux en même temps, hein. Moi je l'avais fait ça. J'ai enregistré ma vitesse avec mon Compéo et j'ai enregistré ma vitesse avec la Garmin. Et je sais que le capteur à hélice est plutôt précis. J'ai pas essayé le pitot au sol. Et ça peut être calibré Baptiste, comme ça. tu avais une remarque, Ouais, Baptiste? petite info sur le Digifly, c'est un paramètre qui s'actualise régulièrement. En fait, il faut faire un relevé dans une pièce type habitat, quoi, où il n'y a pas du tout de vent, pas de circulation, et en fait, on vient calibrer la sonde pitot, donc il faut le faire assez régulièrement, tous les 6 mois ou tous les ans, je sais plus, c'est marqué dans le manuel. D'accord. OK. Donc le speed to fly, la vitesse à laquelle voler. Donc, speed to fly, on peut dire deux optimisations. Donc, soit c'est la bonne vitesse pour avoir la finesse max, donc pour arriver à la fin d'une transition le plus haut possible, peu importe le temps qu'on met. Donc là, c'est un petit rappel de la théorie. Donc on a en haut à gauche une polaire, un air calme, et donc la ligne qui part de l'origine et qui fait la tangente, il montre la pente, c'est la finesse, et le point où de la vitesse, c'est la vitesse de finesse max. Après, on peut avoir de l'air qui descend, donc l'origine, il se déplace, la pente est plus raide, donc la finesse est moins bonne, et la vitesse pour voler, pour arriver le plus haut possible de l'autre côté dans ces conditions est plus l'élevé. Donc, s'il y a un peu d'air qui monte, il faut ralentir un peu, et ainsi de suite. Contre le vent, il faut accélérer. Sans vent, avec de vent cul, il faut ralentir un peu. Et le pire des cas, il faut accélérer. Donc là, ce sont des valeurs. J'ai pris ce dessin d'un site des planeurs, mais bon, les valeurs sont des valeurs de planeurs, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc ça, c'est la théorie par l'optimisation par rapport à la finesse max. Après, l'autre type d'optimisation, c'est le MacReady. Donc, ce qu'on optimise dans ces cas-là, c'est optimiser la vitesse pour aller du point où il y a le planeur à gauche jusqu'au planeur à droite. Donc, du plafond au plafond. Donc, ce n'est pas à la fin de la transition, c'est vraiment de même niveau après la transition et après le thermique. Donc, là, il y a 3 cas qui sont dans ces dessins. Le gars qui vole à Phoenix Max, il arrive plus haut, mais il arrive plus tard. Et donc, il arrive
au même moment plus bas que le pilote A qui vole à la bonne vitesse. Il arrive un peu plus bas, mais il arrive plus tôt et avec la force de thermique qui est celle qui s'attend, il arrive en haut plus bas. Et l'autre, il a été trop rapide, donc il arrive trop bas, même il risque de se poser, et donc il n'est pas optimisé. Donc, là sont les deux types d'optimisation. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette... parce qu'il y avait une question, Zoltan, sur le MacCready. Ça clarifie un peu, Zoltan, ta question? Attends. Oui, c'est... Ouais. Si tu peux revenir d'un slide, Paolo. Non, c'est bon? Oui, merci. Ouais. C'est bon? OK, OK, d'accord. okay. Ouais. Donc là, on fait la transition entre la théorie et la pratique. Donc, les limitations de toutes ces nouvelles théories, c'est que, il faut, dans les deux cas d'optimisation, il faut un polaire. Donc, la polaire, c'est difficile d'avoir, bon, des constructeurs, on ne l'a pas, c'est difficile. De les mesurer, on n'a jamais la même valeur. Et de toute façon, sur les instruments, au moins les plus répandus, le 630, le DigiFly, c'est sur 2 points ou sur 3 points. Donc, avec 2 points, normalement, il y a une ligne qui passe ou un nombre infini de cercles. Il faut dire aussi qu'il passe un nombre infini de polaires. Mais la polaire, sur le 630, par exemple, on prend le premier point, c'est le taux de chute mini. Et le deuxième point, un peu plus vite, un peu vers la vitesse. Et l'instrument, il s'imagine en polaire, il fait des approximations et se débrouille avec ça. Le DigiPlay, c'est mieux, c'est avec 3 points. Peut-être d'autres applis sur téléphone, c'est encore plus précis. Donc, ça, c'est la première limitation. La deuxième limitation, ça, c'est pour le MacReady. Tout se base sur le vario qu'on s'attend à la fin de la transition. Donc, ça peut être soit estimé par l'instrument, donc il fait l'estimation sur, par exemple, les 20 dernières minutes de vol par rapport au thermique, il dit le VZ moyen c'est ça, et donc il calcule comme ça voilà, l'hypothèse que le vrai suivant, c'est celle-là, c'est la moyenne de l'historique. Ou bien, en fonction en fonction des conditions du terrain, le pilote fait l'estimation. Okay. Donc, on a imprécision et incertitude. Donc, 3 points. De toute façon, quelle que soit l'optimisation, que ce soit Phoenix Max ou MacReady, il vaut mieux voler un peu plus vite que la vitesse idéale plutôt que plus long. Plus long, on est toujours perdant. À conditions faibles, le bon point est plus étroit. Et après, il ne faut pas regarder l'instrument sans arrêt. Donc, on se casse sur son vitesse et on la garde. Et l'autre chose, après, je laisse André commentaire sur ce slide. La polaire et les prix à overdrive tendu. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on transite overdrive tendu. Et là, je cite ce que Christian Chick a dit dans un webinaire organisé par la FIVL. Il dit c'est transiter avec l'overdrive pas tout tendu, c'est comme rouler sur l'autoroute en troisième. Donc, ça ne sert à rien. Donc, avoir un SAMA et pas mettre l'overdrive tout tendu, ça veut dire avoir tous les inconvénients sans les avantages. Voilà. Donc, André, tu as des commentaires sur ce sujet? Oui, donc j'ai quelques commentaires sur en compétition. Donc ceux qui sont intéressés, celles qui sont intéressés à la compétition, mon retour d'expérience, c'est que justement les compétiteurs ils l'utilisent pas aujourd'hui, pour la plupart auxquels je demandais. Notre entraîneur nous dit que ça a du sens parce que finalement en compétition, l'objectif ce n'est pas optimiser les vols lui-même, mais c'est simplement d'être d'avant avec les autres et donc de suivre un peu la dynamique de groupe de tête ou les poursuivants de son groupe plutôt que d'optimiser son vol. Donc, l'information cherchée est plutôt avec les autres pilotes, pas forcément du MacReady.
Un vol de distance, un vol de cross, j'ai deux gros doutes, comme Paul l'a dit, parce qu'il y a deux grosses hypothèses dans les bons fonctionnements de McRae. La polaire, et moi j'ai un constructeur qui m'a dit qu'il a essayé de faire la polaire sur la même aile 3 jours différentes avec master égal, il n'a pas trouvé la même courbe. Donc une grosse hypothèse sur la polaire qui rend l'instrument, surtout dans l'état des réglages de l'aile, l'état de la voile. Donc on rentre une polaire aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a bout de 2-3 ans on est toujours à la qualité. Mais surtout, c'est la grosse hypothèse que les thermiques d'avant nous, ça va être comparable aux thermiques qu'on a eu précédemment. Moi, j'ai l'impression que ça peut être vrai sous de vol de plaine, mais en montagne, il peut y avoir des secteurs qui marchent très bien à un moment donné, des secteurs qui, à certaines phases de la journée, marchent moins bien. Moi, j'ai toujours les gros soucis quand je transite du Grenier dans des Chartreuses vers les Bauges, vers la Savoyarde. Je quitte un +3 au Grenier et finalement, je passe une demi-heure à la Savoyarde, à 0T, à prendre 0,2. Et donc là, les mecs, ils ne connaissent pas la Savoyarde. Par exemple, les week-ends, on était à Aspres. Aspres, c'est connu être une zone chouette, intéressante, mais souvent, la masse d'air, elle n'est pas top. Et alors qu'à 10 km à l'est, à l'ouest, on peut avoir des +3 et on rame à Aspres avec du 0,3, du 0,5. Donc voilà, c'est des informations que les mecs ils ne peuvent pas connaître. Donc, grosse méfiance de ma part. Baptiste, Ok, tu avais oui. un commentaire aussi? Ouais, je voulais parler de polaire expérimental et en fonction des ailes. Moi, avec le Digifly, c'est une question que je me suis posée assez souvent. Alors, de manière complètement intuitive, j'ai mis la vitesse taux de chute mini à 32 km/h, par exemple, pour un RX2, donc une simple surface. Ensuite, 37 pour la finesse max et vitesse max 50 km/h. Dans la réalité, en fait, la courbe d'une simple surface, elle est très plate dans le sens, la marge est exploitable, il y a très peu de kilomètres/heure. Donc, sur une simple surface, vaut mieux pas trop tirer quand on est en transition. On a envie de faire un peu comme les grands, prendre énormément de vitesse, mais vaut mieux faire une transition taux de chute mini, légèrement accélérée, comme ça on a plus de chances d'arriver, à bon port. Donc ça, c'était, la remarque pour les simples surfaces et puis, la polaire expérimentale d'un master, j'ai essayé de la faire l'an dernier. C'est très dur, Paolo a parlé de 3 relevés par le constructeur. Xavier Vergès m'a dit qu'il fallait plutôt une quinzaine de relevés avant de trouver des vols pairs et en fonction des vols pairs qu'on peut trouver dans ces cas-là, on fait des moyennes là-dessus, quoi, en fonction de la masse d'air. Donc voilà un peu le côté expérimental, d'une polaire. Alors moi Ok. récemment, Merci. j'ai pris des traces de mes vols dans des zones à peu près, pas sur des grandes plages d'altitude, j'ai fait des moyennes sur plein de vols, etc. Et il y a des variances importantes en prenant la dérive, etc. Donc pour reconstruire la polaire, je trouve que c'est très compliqué. Par contre, moi j'utilise le MacCready, donc j'ai mis 2 valeurs sur le Compeo, il y a 2 valeurs, comme le 60-30 bien sûr. Donc ça me fait voler plus vite qu'un vol à finesse max. J'ai tendance à voler assez vite et j'ai le sentiment quand même que c'est une bonne chose. Moi, je regarde et je vole au MacCready indiqué. Alors, c'est peut-être pas le MacCready idéal, en effet, je ne sais pas. J'ai pas trouvé non plus l'information comment ils extrapolaient entre les 2 points la polaire. J'imagine qu'il doit y avoir pour reproduire la courbe une façon mathématique, une expression mathématique pour le faire, il ne donne pas d'informations là-dessus. Voilà, moi je l'utilise. Ok. Pour compléter, j'ai fait un mini sondage avec les champions de la CFD, les deux. Et un, il n'utilise pas le MacReady et l'autre, pas seulement il n'a pas l'épiteau, il a une hélice, mais il a perdu l'hélice. Mais il est quand même champion de la CFD. Nicolas, tu avais une question ou un commentaire? Oui, j'avais retenu que ça doit être dans un brevet du LM ou un truc comme ça, j'avais retenu que pour tracer la polaire d'une machine, il suffisait de 2 points avec le vecteur, parce que je crois que c'est doit être une hyperbole, la courbe, enfin bon, c'est mathématique. En gros, si tu as le taux de chute mini
Et puis la finesse max avec la vitesse, ça te permet de tracer la polaire. Voilà. Ok, intéressant. Merci. Merci. Donc ça, c'est la transition entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est la pratique, même si peut-être ça sert à rien. Enfin, donc, on a les deux optimisations, donc soit Finex Max, soit Macready. Ce qui indique le vario, ça c'est l'exemple avec Flytek. Sur le Flytek, sur le 630 Compeo, il y a cette flèche à droite qui indique la vitesse, la bonne vitesse pour la Finex Max dans cette masse d'air précise. Donc, il faut simplement que la vitesse, qui est l'autre, c'est à gauche de la flèche, on va dire, corresponde à celle indiquée, et on est à la bonne vitesse Finex Max. Pour le Macready, dans le vario, on a le vario instantané. Dans ce cas-là, il est négatif parce qu'on est en transition. Il y a la chose grise qui indique la moyenne de le dernier, par exemple, 20 minutes que l'instrument a estimé. Et après, cette trait noir, c'est le vario idéal pour le Macready. Donc, si on s'attend à 2 mètres secondes de l'autre côté, on est à la bonne vitesse. Si on change de vitesse, ce trait il va changer et donc il va indiquer le vario idéal qu'on s'attend. Donc, par exemple, si on fait une estimation différente par exemple, on fait une estimation à 1 mètre seconde, différente de l'estimation du vario, on trouve la vitesse pour que ce trait il soit 1 mètre seconde. Donc ça, c'est en pratique comment on utilise le Macready et le Finex Max. Okay. Donc on voit bien qu'il y a quand même le jugement du pilote. On n'est pas obligé d'être à la vitesse Macready, mais on peut juger qu'en effet, au bout, ça a l'air moins bon que ce qu'on a vu dans la journée et que on peut réduire, mais on a une indication de ce que nous donne le Macready. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. Nicolas, tu avais un autre commentaire? Non, mais enfin, je ne sais pas comment on enlève la main, mais Tu enfin, rappuies sur la main. Tu Ah, rappuies faut sur lever la main. appuyer dessus, c'est dit, Tu d'accord, ok. appuies, lever la main pour la baisser. D'accord, ok, voilà. Donc là, ouais, c'est parti. Non, mais ceci dit, j'ai quand même une question. Comment on fait pour basculer en Macready? Parce qu'il y a une action à faire, non, sur l'instrument? Quand tu es en transition, Il s'y met automatiquement? il s'y met, Ouais. Après, tu peux avoir un signal sonore, style bip 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 pour accélérer, bo 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 pour ralentir, une chose comme ça, ou pas, parce que ça peut être gênant. Et de toute façon, tu as les indications visuelles. Mais quand tu es en thermique, bien sûr, non. Ouais. Oui, c'est ça, quand tu montes. Mais moi, quand je suis en transition, il me semble que le truc, il me marque ma vitesse, mon taux de chute, et puis voilà, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y a ça, il faudra que je Tu vois regarde. pas ces Peut-être par trucs-là. entrée Tu vois de pas le polaire, trait. peut-être? Ouais, je pense que ça doit être un menu spécial avec le Macready, il me semble, mais Je sais faudrait. plus. Ouais. Ça revient à lire la notice. Voilà. Oui. Et puis mettre une sonde de vitesse réglée aussi, ce qui n'est pas mon cas, et donc un caoutchouc, donc j'ai une vitesse R qui est celle qui est affichée, elle doit être très différente de la réelle. Enfin bon, ça c'est mon problème. OK. Donc là, on passe un peu à des exemples d'écrans qu'on utilise dans une situation, par exemple en compétition. Donc ça, c'est encore bon, l'écran dans 6030 ou en Compeo, qu'on a déjà vu en bonne partie. Il y a les flèches qui disent, si on a mis, par exemple, route compétition, la flèche noire, elle dit où est la prochaine balise, et la flèche grise, où est celle d'après.
Comme ça, on peut anticiper pour la localiser. La direction du vent, c'est la petite biroute. Et la vitesse GPS, le ground speed. Et on a 6 champs qu'on peut paramétrer, qu'on peut mettre ce qu'on veut. Donc, il y en a beaucoup. Donc, on peut avoir, dans le cas de 6030, 3 pages différentes. À chaque page, on met les champs qu'on estime utiles. Donc, sans rentrer dans les détails, voilà, ça c'est tous les champs possibles sur le 6030 avec selon dans quelle langue on configure l'instrument. La description c'est en anglais. Donc il y en a beaucoup. Et il y en a encore. Donc on ne va pas... ça pour montrer qu'il y a... Voilà, après, il faut voir, dans chaque instrument, on a un menu où aller prendre les champs qui est conséquent. Donc, ça pour introduire un peu des exemples, voilà, des pages. Là, c'est l'exemple des 3 pages utilisées en compétition. Donc là, c'est les pages que j'utilise. Après, Nicolas, André et Baptiste peuvent rajouter ce qu'eux utilisent ou commenter. Donc là, on est à la start. Je commence la compétition, j'ai cette page. Donc, ce que j'aimais d'habitude, c'est la distance du cercle, de l'extérieur du cercle de la star, pour savoir combien il me manque pour arriver à l'endroit physique de la start. La finesse nécessaire pour la start, bon là, c'est peut-être pas trop de sens parce que selon où elle est la balise, je l'ai mis, je ne sais pas quoi d'autre mettre. La dérive en thermique, ça c'est important, je le mets quasiment tout le temps. Et quand la start commence, enfin le compte à rebours, on peut dire. Voilà. Et l'altitude sur laquelle je vais arriver à la balise. Donc, Nicolas et les autres, vous avez des choses à rajouter par rapport à vos pratiques pour la start? Moi j'utilise ça. Hein. Moi, j'ai exactement la même. Je crois que tu l'as pris sur des écrans optimum que les pilotes de compète s'étaient partagés quelques années en arrière, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, Oui. moi, c'est Françoise qui m'avait partagé ça et j'utilise les 3 écrans, ces 3 écrans-là. OK. Donc celui-là et puis les autres là qui arrivent. OK. Ouais. Donc rien de plus à ajouter de mon côté. Baptiste et André, même si vous n'avez pas vous avez un Digifly, mais bon, les informations, c'est plus ou moins ce que vous avez. Vous avez des... C'est très similaire, André, sur Digifly ou sur le Xitrack. Une formation que je trouve très, très, très intéressante sur les autres que j'utilise, c'est qu'il donne les temps estimés auxquels tu seras à la start. L'essence, par exemple, il y a un cercle, on est à l'intérieur, on est à 1 km de distance du cercle de la start. En fonction de l'altitude, de la vitesse et du temps, en fait, ils nous disent, si c'est rouge, ça veut dire que si on part maintenant, on va toucher les bords les plus proches en avance. Si c'est vert, on peut y aller et globalement, on essaie de partir vers les bords de la star pour être le plus tôt possible à 0. C'est une information en plus. Okay. Ça demande de la polaire quand même. Ah oui, mais ça, c'est une belle optimisation intéressante. Oui. OK. On a une autre question, Zoltan? Oui, alors c'était autant une question qu'une remarque. On peut configurer l'écran pour ne pas avoir 6 valeurs, mais que 4 valeurs qui sont affichées, auquel cas les afficheurs sont plus grands. Alors pour certains, ça peut être utile. Moi, par exemple, je l'affiche 4 parce que du coup, les chiffres sont plus gros. Oui, tu n'es pas le seul. Ouais, je voulais rajouter un petit truc pour le Digifly.
Moi, je vole avec et le Digifly et XC-Track. J'ai dédié chaque instrument à une utilisation. Donc le XC-Track pour tout ce qui est cartographie. C'est assez pratique de voir les balises, pouvoir zoomer sur les cartes, voir les zones aériennes par exemple. J'ai aussi l'assistant thermique sur XC-Track parce qu'il y a les couleurs avec, donc c'est assez chouette. Par contre, j'utilise donc le Digifly vraiment pour tout ce qui est instrumentation et précision dans le vol. Donc tout ce qui est vario, speed to fly, etc. Ok. Après, autre chose, je conseille vraiment de personnaliser votre instrument de vol. Moi, j'ai mis longtemps à le faire. J'ai mis quasiment 2 ans à me dire: «Bon allez, je le fais» et puis en fait, je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ça permet, vraiment de mettre en page comme ce qui vous semble le plus logique et ce qui est pas forcément la configuration d'origine de l'instrument. Donc sur Digifly, tout est paramétrable et configurable, donc il faut vraiment le faire, si vous avez, cet instrument. XC-Track, pareil, hein. Voilà. Ok. Donc, après ça, c'est la phase de vol. Ça peut être aussi une page pour le cross, pas seulement en compétition, où il y a la distance au cylindre, c'est pas plus la star, mais c'est le cylindre de la balise suivante, pas le centre, mais le périmètre, oui, le cercle, l'extérieur, parce que ça peut être des rayons très larges entre le cercle et l'extérieur, ça peut être peut-être 20 km aussi. Donc, ça change. Et aussi la finesse requise pour arriver à la prochaine balise et la finesse sol. Okay. Là, je mets toujours, parce que bon, mon instrument il est équipé de flammes, donc là, il me dit combien d'appareils de tête de flamme sont en route convergente. Et l'altitude d'arrivée est estimée au-dessus de la prochaine balise. Donc, ça donne un peu une marge si on peut arriver ou pas. Et des remarques de Nico, Baptiste, Andrea à rajouter? Non, je vois que François levait la main. François, tu veux dire quelque chose? La finesse requise pour la prochaine balise, je trouve que je ne comprends pas trop parce que si la prochaine balise est à 40 km ou 50 km, il peut se passer des tas de choses entre les deux balises. Oui, ben s'il met 60, tu ne pars pas. Si ça commence à être quand tu es à quelques kilomètres. Donc sinon, ça peut être une valeur très élevée au début. Ok. Bon, disons, si ça affiche 60, ça va dire qu'il faut trouver au moins 1 ou 2 thermiques avant de toucher la balise. Hein. C'est pas qu'on part pas. À un moment donné, sur notre plafond, on part. Mais simplement qu'il faudra trouver des autres thermiques avant d'attendre la balise. Hein, pour l'atterrissage. Ok, bien sûr. Et l'autre chose, là, je parle de cross aussi et de go-to-vache. Personnellement, quand je vole en cross dans un terrain que je connais plus ou moins, les balises sont les vaches connues de mon terrain de jeu. Et donc là, je mets la balise suivante, c'est la prochaine vache que je peux attendre. Donc, je sais que Nicolas se moque de moi parce que je me dis, si tu fais go-to vache, ben, c'est logique que tout est vache. Mais bon, ça donne une sécurité pour savoir la marge qu'on a par rapport à un atterrissage en sécurité. Oui, c'est une petite blague entre nous. Oui. Oui, oui, oui. Fredo, tu as une question? Oui, j'ai une question concernant les distances au cylindre là. De la page 1, la P1, c'était mis distance ST6. C'est le cercle de la start. C'est pas la première balise, c'est la start. Ah, ok. Et en fait, c'est quoi la différence quand tu n'as pas passé la start? Si tu mets distance cylindre, il ne va pas considérer que c'est le cylindre de la start?
Bon, je pense qu'il traite différemment la balise et la start. Je n'ai pas essayé, mais si tu mets un autre champ comme distance cylindre, Oui. peut-être, hein, il faut voir, peut-être c'est la balise suivante, parce que quand tu rentres une manche, la start est marquée avec une chose qui indique c'est la start, et les autres sont des balises. D'accord. Donc il vaut mieux préférer mettre distance start cylindre, quoi, plutôt que. Dans le doute, oui. Ouais. Ok, entendu. Merci. On a une question aussi de Jean-Charles qui demande si la distance au cylindre, c'est la même chose que la distance waypoint. Je dirais que oui. Non. Ah non? La distance cylindre, c'est l'extérieur Ouais. du cylindre. Il tient compte du rayon de la balise. Donc, si c'est 400 mètres, bon, il y a peu de différence. Si c'est 20 km, il y a une différence. Donc, le waypoint, c'est le centre l'altitude de à la balise. waypoint, c'est l'altitude au point du waypoint, c'est pas l'altitude à l'endroit où tu fais demi-tour, à l'endroit où tu viens sur le cylindre? Alors, je pense Moi, je que l'interprétais c'est comme ça, mais le centre. Pour moi, il y a une distance qui est il y a une distance que tu programmes à ton waypoint. Bon, 400 mètres, je pense que par défaut, c'est 400 mètres, je crois. Mais tu peux programmer au waypoint que tu choisis. Ça peut être ta vache, ou moi, je prends souvent les athéros. Et tu programmes toi-même le cylindre autour de ton waypoint. Et c'est paramétrable dans le 6030. Oui, sauf Ouais. qu'en compétition, le rayon est imposé selon la balise de power 400 mètres ou 10 km. Oui, Et non, mais donc, pour un waypoint, pour le waypoint, quand tu n'es pas en compète, le waypoint, c'est pareil. Tu as un rayon que tu fixes. Par défaut, je crois que c'est 400 mètres. Hein. Et après, tu le mets comme tu veux. Ouais, Après, je Tu es comprends arrivé au la... waypoint, tu arrivé au waypoint quand tu es dans le rayon de 400 mètres. Quoi. Alors, Jean-Charles peut peut-être prendre la parole, je ne sais pas, mais en effet, sur la liste du slide 16 où tu mets la liste des paramètres, il y a la distance to waypoint, mais il n'y a pas la distance cylindre. Donc, j'imagine, peut-être que sa question, c'est ça. Est-ce que la distance cylindre là, c'est la même que la distance waypoint du slide d'avant? Je ne sais pas, il faudrait pour moi, que Jean-Charles prenne la parole. Pour moi, c'est pareil. Moi, je l'interprète pareil, oui, même chose, mais je ne sais pas. Si c'est la question. Non, ouais. Enfin, cylindre waypoint, c'est pas la même chose, ça c'est sûr. Après, par rapport à la vitesse, à la finesse, je ne suis pas sûr si c'est le centre ou l'extérieur. Je pense que c'est le centre. Mais la distance au cylindre, c'est vraiment l'extérieur du rayon de la balise. Après, on va en parler en regardant la route optimisée aussi, qu'on va traiter tout à l'heure. Et après, le final glide, enfin, le dernier glide avant le but, pareil, on met la distance du cylindre, mais on peut mettre la distance au goal, combien il nous manque pour le goal, même s'il y a plus d'une balise d'ici le goal, il calcule la distance. La finesse qu'il nous faut pour arriver au goal avec les balises, les dernières balises, s'il y a des balises entre notre position et le goal, et la finesse sol actuelle. Donc, on peut partir au goal, même si on a encore une balise à faire, parce que notre altitude, il nous permet de faire la dernière balise aussi. Et après, il y a l'altitude par rapport à la pente des meilleures finesses et la marge qu'on a. Je pense que, Nicolas, tu vas peut-être en parler quand on parle de l'optimisation de Final Glide, de ce paramètre. Oui. Ouais. Voilà. Donc, la différence, justement, donc là, on a une marche avec une start, deux waypoints et un but. Donc, on peut avoir une route non optimisée, c'est la route en pointillé qui tient compte des centres des cercles, et la route optimisée qui tangente les cercles juste pour toucher et prendre un point dans la balise à l'intérieur du cercle, et pareil pour la deuxième, et jusqu'au goal.
cette route optimisée pendant le vol peut changer, la distance peut changer, et la flèche que le Vario indique pour la direction de la balise en optimisant la route peut changer. Dans ce cas-là, il s'est un peu déplacé sur la gauche par rapport à la première route. Parce qu'André, tu as des remarques par rapport à la route optimisée? Oui, donc c'est bien évidemment, c'est très, très, très utile, même fondamental. Avec quelques précautions, c'est Mario qui nous avait dit plusieurs fois, faites attention à la route optimisée, calculée, mise à jour tout le temps. En cas de vent, par exemple, si dans la direction de gauche, sur la première balise, on a du vent qui vient de la gauche, ah bah si on vise vraiment les points tout à droite du cercle, bah, on risque peut-être de ne pas la toucher ou d'être obligé à un virage face souvent parce que finalement la dérive du vent il nous amène sous le vent en fait de la balise. Donc sa recommandation se disait bah oui on suit la flèche optimisée mais quand même tenant compte du vent et donc s'il y a du vent fort qui vient de la gauche ben on va garder un cap plus à gauche et pas forcément suivre la flèche optimisée pour ne pas être hors du cylindre, pour être obligé d'aller vraiment faire une flèche pas souvent pour toucher la balise. Merci, C'est clair Andrea. ce que je lui ai dit? Je ne sais pas si c'était clair. Oui, oui, c'est clair pour moi. D'accord. Je viens de regarder le manuel. Si tu reviens, je suis en train de regarder le manuel et pour répondre à la Oui. question de Fredo. En fait, quand tu es dans la distance au start cylindre, ce qu'il te met, c'est la distance vers le point de départ pour avoir la route optimisée. Donc, si dans ton cylindre de start, tu es de l'autre côté, il ne te donne pas la distance la plus courte à ton rayon, à ton cylindre, il te donne la distance vers le point de la route optimisée. Donc éventuellement, il faut traverser tout le cylindre pour arriver à ce point-là. Alors que quand tu es en vol et tu regardes la distance au cylindre, c'est le prochain cylindre sur le point optimisé pour ta route optimisée. Tu vois ce que je veux dire? OK. Encore une fois, c'est read the fucking manual. OK, bon, je te laisse aller au but. Ah oui, c'est à Voilà. moi de dire. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que donc là, on va calculer. Donc là, au fur et à mesure où on va monter, si on est en direction si on est sur le final glide, hein, on veut faire une finesse au but. La question, c'est quelle est la bonne vitesse. En fait, là, au fur et à mesure qu'on va monter, il va nous donner un glide rate au fur et à mesure qu'on monte, et il va nous donner une valeur pour atteindre ce but. Je n'ai pas regardé précisément le manuel ici, Paolo. La valeur, je n'ai pas fait mon boulot, hein, la valeur dans la boîte, là, a best glide waypoint, 75. Quel est le 75? Que veut dire le 75, Paolo? Donc, c'est le mercredi 0, ça veut dire best glide. Donc, le mercredi 0, c'est le best glide. C'est-à-dire qu'il nous calcule par rapport au best glide et il prend en compte. Ma question, c'était par rapport au 75, moins 68, 105. Je ne sais pas si c'était l'altitude à l'arrivée au point ou je pense que ça doit être l'altitude à l'arrivée au point. Donc, quand on est mercredi 0, c'est le best glide et il prend en compte la vitesse estimée du vent pendant la montée en thermique, parce qu'il n'estime la vitesse que lorsqu'on tourne, d'accord? Et donc, si on est pile au maximum, donc on est sur le max crédit 0, on peut se mettre sur le max crédit du last thermal, mais donc là, il va calculer la vitesse optimum parce qu'il va prendre en compte la vitesse moyenne de montée du dernier thermique. Donc, normalement, là, il est capable de nous dire le temps qu'on va perdre à continuer à monter par rapport au temps qu'on va gagner à voler plus vite.
D'accord? Donc ça, c'est la ligne rouge. D'accord? Et au McCready, on est censé arriver au goal, donc plus rapidement. Donc ça, c'est les indications qu'on a. Il faut quand même prendre en compte un élément non négligeable, d'accord? C'est que l'estimation de la vitesse du vent quand on est dans un thermique est fausse, parce que le thermique ne dérive pas avec la vitesse du vent. Le thermique monte à une certaine vitesse, il a, on va dire, une inertie, d'accord? Sa colonne d'air chaud a une inertie. Et quand vous regardez la vitesse vent, quand vous enroulez votre thermique, vous voyez une valeur. Quand vous sortez du thermique, vous vous rendez compte que la vitesse est différente en fait à l'extérieur. D'accord? C'est parce que la colonne d'air chaud ne se fait pas dériver avec la vitesse du vent. Donc ça peut être très impactant parce que lui ne sait pas ça. Il n'a aucun moyen de connaître la vitesse réelle du vent. Donc il va forcément prendre la vitesse qu'il estime lui pendant le thermique. Et donc là, il peut y avoir une erreur. Donc là, sur les instruments, bon, pour le 60-30, il y a une touche qui s'appelle H-T-Wind avec un appui long. Après, on peut rentrer en manuel et mettre la vitesse de vent qu'on a. Donc si on a 25 km/h de vent de face, on va marquer moins 25. Et là, du coup, il va calculer par rapport à la vitesse manuelle qu'on lui aura rentrée, qui sera du coup plus précise. Encore faut-il avoir observé à ces altitudes, enfin, ce qu'on avait comme vent, bien sûr, auparavant. Mais ça, c'est un point important. La vitesse estimée lors d'un thermique n'est pas la bonne. C'est pas le vent. Oui. C'est pas le vent. C'est la vitesse de dérive du thermique qui n'est pas la vitesse du vent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des remarques? Quelqu'un a plus d'informations à partager? Robert? OK. Ton micro est ouvert, hein, Robert, si tu veux commenter. T'entends pas. Hein. OK. Ah, je vois que tu as mis un commentaire. J'avais compris que l'appareil tenait compte de l'écart vitesse air et vitesse sol, GPS, pour évaluer la vitesse vent et connaissait aussi le vario, la fonction McCready, plaçait la flèche de droite au bon niveau. Non, c'est ce qu'il fait, sauf que c'est bien, c'est ça, hein, en effet. Mais il n'est pas en mesure d'estimer correctement, du fait de ces notions de dérive, il n'est pas en mesure d'estimer correctement la vitesse vent à l'altitude où tu es, uniquement avec ta trace. Sauf quand tu pars en transition, dans ces cas-là. 1, 2, 3. Oui, là on t'entend, vas-y. Oui, mon commentaire, c'était par rapport à la différence entre la finesse Solmax indiquée par la flèche de droite et la fonction McCready. Bon, ça, je regarderai ce qu'il en est. J'avais dû faire un raccourci. Là, sur la dérive du thermique, je voulais juste demander si par expérience, quand on a la vitesse de dérive du thermique, on peut évaluer la vitesse du vent à côté en fonction du taux de montée et donc de l'inertie de la masse d'air sur sa trajectoire dans le thermique. Non, ça va dépendre de pas mal de paramètres et on observe en fait, plus le thermique est fort et plus la différence est importante. Généralement, quand on est bas, il y a une différence plus importante que quand on est haut parce qu'il commence à se dériver. Il y a plein de phénomènes quand même hein, qui interviennent. Je ne pense pas que ce soit généralisable. Ouais. Moi, je me disais que quand le thermique est très fort, au-delà de plus 5, plus 7, la dérive doit être très faible. Et c'est moins vrai quand il est à plus 1, plus 2, mais en fonction de l'altitude, il doit y avoir un impact aussi. Ouais. Si on est à basse altitude, la dérive n'est pas forte, forcément, du fait de l'inertie, quelle que soit la vitesse de montée, et puis elle est plus forte en altitude si la vitesse est faible et le vent fort. Ouais. Oui, c'est pas ça. Parce que son déplacement aussi horizontal a commencé à s'initier, donc après, son inertie n'est pas que verticale, il commence à avoir un mouvement composé. Oui, tout à fait. Ok, donc il faut sortir du thermique pour évaluer la vitesse. tu tournes dans ton thermique, tu sors, tu tournes, tu reviens. Ok.
D'autres questions sur ce diapo? Okay. Bon, merci Nicolas. Donc, 2 mots, même si ce n'est pas le sujet, sur le FRARM et live tracking. Donc, le FRARM, c'est un système anti-collision qui est basé sur la trajectoire GPS qui est envoyée par radio. Et donc, les autres appareils voient les trajectoires des autres. Et si c'est convergent, ben ça fait un alerte. Donc, ça permet de voir, être vu. Et bon, c'est une option sur 330, sur le navigateur il y est. Et il y a possibilité de faire des boîtiers avec des fleurs maison. Le live tracking, donc l'instrument seul, normalement, il ne fait pas de live tracking. Il faut un téléphone dans certains cas. À part le Flymaster, je pense qu'ils ont un instrument avec la carte SIM et fait le live tracking intégré. Sinon, les applis des navigations, ils ont leur live tracking. Donc, si on n'utilise pas la navigation, on peut l'utiliser. Ou sinon, il y a des applis qui peuvent tourner en arrière-plan, qu'on met dans l'ordi. Mais pareil, ce n'est pas le sujet de la soirée, c'est juste pour des points. Voilà, rapidement, les interfaces sont au niveau des connectiques PC instrument, ça peut être un câble USB, comme le Compeo. Il y a des fois un peu des pièges par rapport au driver, au pilote sur le PC, ça c'est une chose. Des vieux câbles série comme le vieux Compeo avec un adaptateur, une carte SD qui est très pratique, on élève la carte, on le met sur le PC. Un sans fil avec Bluetooth Wi-Fi ou directement sur le cloud. Les instruments et les applis des navitaires comme les Audi et le CEO Navigator, les balises et les vols, ils sont téléchargés sur le cloud, c'est plus facile. Du PC à l'instrument, ça veut dire qu'on met les balises et éventuellement les espaces aériens. Donc, les ai mis comme exemple. Peut-être vous allez le voir sans aller trop dans les détails ici. Dans les détails, ça dépend de l'instrument. Mais ça, c'est le texte que Nicolas a préparé pour l'Open de l'Aragne, qu'on espère pouvoir faire le week-end prochain, sur comment les balises sont codées, dans quel format ils sont codés. Et en fonction de l'instrument, il faut un format ou l'autre. Normalement, sur le site de la compétition, il y a tous les formats. Et pareil pour les espaces aériens. En sachant que les espaces aériens pour le flat et le Browniger, c'est plutôt basique. Et sous les applis, et sous le DigiFly, il y a la topologie, donc c'est un peu plus précis. Donc là, Ouais, donc on va parler de l'idée. Ouais, vous vous retrouvez avec 2 types de fichiers. Si votre appareil n'a pas la topologie, et ben en fait, on vous donne une altitude qui est, je crois, basée sur l'altitude max dans la zone. Par exemple, si c'est 1000 mètres sol, on va prendre le point max et ça va être 1000 mètres. Donc, vous êtes désavantagé par rapport à un instrument qui connaît la topologie et qui va vous donner la valeur réelle au-dessus. Tiens, Nicolas, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Baptiste, tu as une remarque? Oui, Christian aussi d'abord, pardon. Christian, je vois que tu as ta main levée avant. Moi, simplement, avec Richard, on a parlé des mises à jour justement du 6030. Le 6030, il se synchronisait plus. Après Windows OS, il ne marchait plus. Donc, pour info, c'était le même problème avec les IQ basiques. Et si on prend l'ancien driver du IQ basique, on peut le chercher chez Browniger. On met le driver, c'est un vieux driver qui permet de synchroniser le 6030 avec un PC, même en Windows 11. Voilà. Okay. Pour info, si les gens sont embêtés pour faire ou la mise à jour, ou pour moi je télécharge mes fichiers avec le câble, hein, pas avec la carte SD. Donc c'est possible. Hein. Ouais, moi, je n'ai pas réussi avec ta technique, Christian, et je veux bien un coup de main si un jour on a la possibilité. Il faudra qu'on fasse une audio. Ok. Baptiste, le prochain sur la liste, Baptiste. Et après, on a Jacques.
Ouais, pour revenir sur le Digifly, on peut attribuer à des waypoints qui sont par exemple des atterros, la lettre A dans la database des waypoints, et lui en fait, considère ça comme un atterro et donc en vol, on peut lui dire: «Bah, affiche-moi tous les atterros qui sont, le plus proches de moi» et donc les 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 waypoints qui sont, tagués en atterro, ressortent en premier. Donc ça peut être, sympa quand, on connaît Ok, pas forcément le coin. Et le format intéressant. CUP inclut un code pour les balises où tu peux dire si c'est un atterrissage, quel type d'atterrissage, herbe, runway, tu peux dire si c'est un col, le sommet d'une montagne, etc. Qui est aussi une info intéressante, mais les GPS ne l'utilisent pas forcément. Jacques? Oui, bonjour à tous. C'est au sujet du 630. Le chipset du driver du 630, des vieux 630 ne sont plus, les drivers ne sont plus tenus à jour par le Oui, c'est ça. constructeur. C'est ça le problème, oui. Oui, mais C'est ce- Navitaire peut changer le chipset. Oui, oui. Alors, C'est ce que j'ai c'est fait ce sur que le mien. c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu peux le faire tout à fait gratuitement avec un driver qui fonctionne très bien sur Windows 11 pour 0. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il y a une petite main à faire qui effectivement Ouais. n'est pas toute simple. Et quand tu Oui, fais oui. des mises à jour de Windows, ça te fout en l'air le driver. Mais moi, je fonctionne comme ça, avec un driver très ancien, mais qui fonctionne toujours avec le 6030 et Windows 11, gratuit. Ok. Ok, Par merci. contre, C'est Jacques, bien, si tu c'est peux bien mettre compris. un lien ou Oui, un descriptif dans le chat, qu'on puisse s'y référer plus bien, tard. Moi, je peux bien envoyer. sur l'espace Discord Ouais. des instruments aussi. Oui, sur l'espace Discord des Ouais, instruments aussi, des ce serait bien. instruments, oui. Ouais. Ouais. Bon, D'accord. on a théoriquement 7 minutes encore. Si on veut terminer à 10 heures, peut-être on va rapidement sur ce. S'il n'y a pas d'autres mains levées, je ne vois pas les mains d'ici. Non? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Donc, l'autre chose, bon, l'instrument vers le PC, c'est la trace, et le format, c'est le plus complet de format IGC, c'est standard, il y a tout dedans. Le TAS, il y a, s'il y a le badin, même le niveau de bruit du moteur pour le Swift et Archeo motorisé, et la signature pour montrer si le fichier, la trace n'a pas été trafiquée pour valider vraiment le vol. Ok, donc, ok. Petite note pour les applis. Certaines applis, j'ai testé personnellement sur LKWMI et CU Navigator, on peut coupler avec le simulateur de planeur Condor. Ça permet de s'habituer à l'utilisation, à choisir les champs chez soi en mettant le simulateur en pause et pour s'entraîner avec l'appli. C'est une chose utile. Pour certaines applications, ça marche. Voilà. Et ici, pareil, ces soirées, c'est pas un catalogue de. Je n'ai pas fait la liste des instruments disponibles. Je dis privilégier les instruments avec Pitot, parce qu'on fait du delta, on va vite, même si on peut gagner la CFD sans l'hélice. Et éventuellement avec un appli en complément. On peut aussi utiliser un téléphone avec un appli et un capteur externe, que le connecter en Bluetooth, par exemple, comme le Bluefly. Et il y a des capteurs avec le Pitot. Donc, on avait prévu un petit tour de table entre nous quatre pour nos setups respectifs. Je ne sais pas si on a le temps. Globalement, enfin, Nicolas et moi, on a des 60-30. Oui, Et, moi, je sais que je suis vraiment tombé amoureux d'Xtrack. J'adore et je fais comme Baptiste. Je dédie Xtrack pour la navigation plus, et sauf l'écran compétition qui est un peu une redite de ce que j'ai sur
sur le 6030. Et la remarque de Andrea était super. En effet, j'ai pas l'heure estimée d'arriver au cylindre de start. Il faudra que je regarde sur Xtrack. Peut-être que ça existe. Oui, mais ça Alors, existe. Xtrack marche pas sur Apple. Hein, c'est uniquement Android. alors, je te confirme, Nico, ça existe et il te dit même à quelle vitesse faut voler pour y arriver. Merci. Super. OK. Moi, je peux rajouter au niveau budgétaire, vu que les instruments neufs coûtent la peau de fesse, moi, j'ai un Digifly qui est bon, mais cher. Par contre, au niveau Xtrack, j'ai acheté un téléphone portable sans carte SIM à 50 €. Xtrack est gratuit. Et j'ai un capteur extérieur que j'ai payé 200 € en Bluetooth. Donc, finalement, entre 300, 250 et 400 €, on peut s'équiper sans forcément dépenser des 1000 € pour le nouveau dernier cri navigateur. Et pas besoin de la carte SIM. Oui. OK. OK. Donc, On a Sylvie qui demande l'avis sur le modèle le plus convivial et intuitif. À votre avis, moi j'ai du mal, hein. Je ne sais pas trop dire. Moi, je dirais Xtrack parce que c'est le plus configurable. Alors, le moins convivial, ce serait le Digifly. Ça ressemble plutôt à un automate industriel, hein, donc faut se palucher le mode d'emploi, lire toutes les pages et c'est pas simple. le Compeo est pas mal, Compeo 6030, etc. Le problème est que bon, c'est plus en production, il faut trouver des occasions. Moi, je trouve que le Xtrack, c'est super. Hein. Moi, je l'ai déjà dit. C'est bon, je ne vais pas répéter. Compeo, c'est quand même extrêmement compliqué quand tu veux configurer. D'abord, pour mettre les espaces aériens, c'est la croix et la bannière et tu ne peux pas mettre une grande partie. Alors qu'Xtrack, tu mets les espaces aériens de la France entière, si ce n'est pas de l'Europe. Tu peux avoir avec Xtrack effectivement les zones de protection des animaux que tu ne peux pas du tout mettre dans ton. C'est compliqué dans le 6030. Je crois que ça y est, le 6030, bon, celui tu l'as, mais il faut passer à quelque chose d'un peu plus moderne, je pense. Hein. C'est compliqué. Hein. Oui, c'est pas fait pour les espaces aériens, c'est sûr. Personnellement, moi, je le garde surtout pour le flarm. Ça, je ne peux pas m'en passer du flarm. Oui, puis le Vario est très bien. Et le Vario, oui. La partie Vario fonctionne très bien. Quoi. Ça, c'est indéniable. Hein. Robert, un commentaire, une question? Oui, ben, il me semblait que Vario Compeo 6030 était en parallèle de Xtrack ou autre. Ma question, c'est plus sur quel téléphone ou quel support utiliser pour Xtrack, tablette ou liseuse ou bon, beaucoup utilisent des téléphones, mais voilà, sur le choix du matériel, est-ce qu'il y a des conseils? Alors, personnellement, j'utilise un smartphone qui a un écran liseuse. Donc, ça s'appelle iSense A5. L'avantage, c'est qu'on le voit au soleil. Deux, vu qu'il n'y a pas le rétroéclairage, ça consomme très peu. Et donc, j'ai fait, après 6 heures de vol, il y a encore 40% de batterie. Donc, il n'y a pas besoin d'une batterie externe. Sinon, je pense que les autres utilisent un téléphone Oui, moi, Samsung avec écran j'utilise un traditionnel. téléphone traditionnel. Je mets un fond noir, mais j'ai une batterie externe qui est dans le pod et quand je me pose, je suis à 100% de charge. Oui, la batterie externe, apparemment, c'est indispensable. Moi, bon, j'ai un Compeo Plus, et le peu d'essais que j'ai fait sur le Xtrack, je n'ai pas vu vraiment des intérêts supplémentaires, si ce n'est d'avoir une deuxième source quoi, de données. C'est ce côté batterie qui me gênait un peu, quoi. Xtrack, c'est super pour la navigation. Tu es en cross, tu veux t'assurer de faire un FAI plutôt qu'un plat, ce genre de choses, quoi, tu optimises. Oui, mais il faut une batterie additionnelle sur un smartphone, que j'ai compris, qui consommait moins s'il n'était pas en liaison 4G ou 5G ou autre. Il était en autonomie. C'est surtout l'écran. La source de consommation plus importante, c'est l'écran. Plus que, oui, la connectique, oui.
les connexions. Baptiste? Ouais, je voulais faire un petit mot sur le Searide. Moi, j'ai acheté aussi un Searide Evolution, donc c'est le haut de gamme avec le grand écran chez Searide. Je trouve que l'interface, elle est pareil, paramétrable entièrement. C'est peut-être un peu moins adapté au Delta. Par contre, ils ont un système de carnet de vol qui se fait tout automatiquement tout seul via téléphone. Une autre fonction qui est assez intéressante, c'est qu'il va choper les balises les plus proches que tu as en vol. Donc il va te dire, bah, par exemple, la balise d'Aspre, il y a 10 km/h avec des rafales à 25. Donc ça permet d'avoir des infos en temps réel. L'autre info que je trouve pas mal, c'est que si tu as une touche SOS dessus, donc tu peux programmer des SMS au destinataire de ton choix, par exemple je suis bien posé ou je suis posé à telle coordonnée GPS et j'ai besoin d'assistance. Ça c'est pas mal aussi. Je le trouve un peu moins performant vraiment pour l'instrument, c'est-à-dire le Vario il va être moins précis que le DigiFly pour le Delta par exemple. Un peu le retour d'expérience du Searide. Ok, merci Baptiste. Il y a d'autres mains levées? Robert? Je reviens sur l'utilisation du smartphone. En plus de l'avantage de permettre, sans liaison téléphonique, à des gens qui sont Apple d'utiliser XC-Track. Par contre, quelles caractéristiques il faut sur le smartphone en termes de capteurs, GPS, barométrique, etc. Est-ce qu'il y a des choses à privilégier pour y installer XC-Track de façon performante? Je pense que les GPS des smartphones modernes sont suffisamment performantes. Ils sont plus performants de GPS de Compeo, c'est sûr. Certains ont le capteur de pression, mais comme disait Paolo, c'est pas très très précis en variomètre. Hein. Il y a le capteur de pression que j'ai mis, j'utilise, je l'ai spécifié, mais voilà, je l'utilise pas pour faire vario. Oui. En fait, on se fie sur les indications GPS, y compris pour l'altitude. Oui. Tout à fait. Ok, merci. Ok. Moi, j'avais une question. Oui. C'est dans les fichiers IGC, après la fin du vol, il y avait marqué le pilote, l'identité de l'aile et tout. Et moi, des fois, je vole en mea culpa, hein, des fois, je vole en parapente. Et du coup, bah, c'est pas le même aéronef, mais c'est forcément les mêmes instruments. J'ai pas non plus. Est-ce qu'on peut, après coup, changer le. Donc, en fait, avant le vol, je mets le machin, ça enregistre le fichier et il me sort l'instrument, enfin la mauvaise aile. Est-ce qu'après coup, si je change le truc, il va être altéré? Oui et non. Oui et non. Enfin, tu peux le faire, sauf que la signature en bas du fichier, ça correspond plus au fichier, au reste du fichier, donc elle est considérée pas valide. Donc, il va voir que le fichier a été trafiqué. Donc, tu peux l'analyser. Pour enregistrer un vol à la FFVL, si on s'est trompé parce que la dernière fois c'était l'autre qui était enregistré, on fait le vol, paf. Mais tu peux le rentrer à la main, ton aile, tu peux la rentrer à la main, ça, quand tu fais la déclaration. Eh ben, en tout cas, dans le fichier IGC, il y est. Oui, mais quand tu l'enregistres, après, tu sais, tu as le champ et tu dis quelle aile tu as. Ah, mais des fois, j'oublie parce que tu atterris, machin, tu appuies OK, et puis le lendemain, tu te dis merde. Tu veux dire, tu déclares des vols parapente en CFD Delta, c'est ça que tu es en train d'avouer là. Non, mais vas-y. C'est pour éviter ça, justement. En tout cas, c'est le truc, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, puis je ne savais jamais quoi faire. Quoi. Oui, mais c'est pas. C'est grave, Julien.
c'est pas important, enfin, D'accord. vis-à-vis de la déclaration CFD, par exemple. D'accord. Jean-Louis, tu as une question? Alors, oui, c'est juste pour, parce que tu parlais de parapente, dire que les parapentistes viennent de battre à 6 le record à but fixé, le record européen de distance libre junior, le record européen junior distance libre 3 points, et le record de France de distance libre en cours. Il est en cours, information que je viens d'avoir. Donc des records qui tombent aujourd'hui en parapente, 460 km pour info. Oh. Bien. Ah, c'était pour On nous va remonter le leur moral. demander quels instruments ils utilisent aussi. Ouais, mais c'est les SHN qui volent, c'est-à-dire des gens comme avec l'entraîneur Julien Garcia, etc. quoi. Ils étaient 70 à partir de, j'ai perdu le nom, on me l'a dit, 70 en l'air et ils en ont perdu un paquet avant d'arriver à 6 au bout. Je C'était fausse. où? Je fausse. C'est en Bord pleine, de Seine, à côté de Paris. Ouais, c'est ça, en pleine. Ouais. D'accord. Parce que ici, c'est pas top. Hein. Ouais. J'en profite pour vous saluer tous. Hop, je mets ma caméra. Sylvie, pour avoir des questions, tes questions par rapport au type d'instrument, peut-être échanger sur Discord, sur la partie instrument de Discord, lancer un fil de discussion pour avoir plus d'échanges, de retours d'expérience. Parce que là, on va bientôt arrêter la conférence. Je te suggère d'utiliser Discord du coup. Christophe, pardon, je n'avais pas vu. Désolé, Christophe. Oui, non, c'est juste comme on termine, c'était un peu pour toi la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir mettre en pratique toutes ces connaissances le week-end prochain à Laragne? On fait un point météo demain à 18h30. D'accord. Ok, merci. Et j'informerai tout le monde après suite à ça. Et après, pour faire un peu de pub, si vous me permettez, juste après, au mois de juin, il y a Annecy, du 13 au 16, et il y a 75 inscrits. De la pub, c'est le quart d'heure de pub avec que choisir, Paolo. Ok. Donc oui, on est vers la fin. Donc après, dans le fichier que vous allez recevoir, que ça va être publié, il y a un nombre de ressources, vidéos, manuels, théories, etc., que vous pouvez vous amuser à regarder tranquillement. Yes. OK. OK. Bon, ben. OK. Merci. Donc, je pense qu'on peut terminer ici. Merci pour votre participation. On va t'en faire un petit peu longtemps, si tu veux tout finir. Merci beaucoup. On a eu énormément de participants. Merci beaucoup pour vos interventions aussi, vos partages d'informations. Et puis, un grand merci à Paolo pour le temps de préparation qu'il y a mis, parce qu'il a fait ça très, très bien. Excellent travail. Merci beaucoup, Paolo. Merci. Excellent. Ouais, Merci. Merci beaucoup, Paolo. Merci à tous. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. À bientôt. Bonsoir à tous. Bon vol. Bye bye. Ciao. Et déclarez vos vols à la CFD. Il faudrait déjà qu'on vole. Mais oui, mais volez. Putain, attends de merde, j'en peux plus, moi. J'arrête l'enregistrement peut-être. Ah, tant pis.